C'est bon? Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Didier Girard, je suis le directeur des opérations et de l'innovation chez Sphère, une société de conseil spécialisée dans le développement logiciel, principalement basée à Paris. On a aussi une petite entité au Luxembourg et à Strasbourg. Voilà, donc d'abord quelques petites questions. Qui connaît le sens du mot disruptif? Donc les autres, pourquoi ils sont venus les autres? Mais bon, on va en parler. À votre avis, disruptif, c'est plutôt positif ou négatif? Positif. Qui vote pour positif? Et donc négatif? Les autres, j'imagine. Donc en fait, le sens a changé. C'était historiquement, ça avait plutôt une connotation négative, et plus ça va, plus il prend une connotation positive, en fait. On le verra plutôt aux États-Unis, mais bon, ça va arriver chez nous. Qui est dans une entreprise qui favorise la disruption? Ouais. Ok, on va voir. On va en parler justement. Ok. Et qui se considère comme disruptif? Quelques-uns. Ok, on va voir. Très bien, donc vous allez apprendre un peu des choses. Déjà, je vous pose une petite énigme. Qui connaît la réponse à cette énigme? Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. On a droit à Google? Bien sûr. Ça c'est une réponse disruptive. Ok, on verra après plus tard. Est-ce que vous connaissez cette courbe, la courbe de l'innovation? Je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. Donc c'est quelqu'un qui a un peu théorisé la manière dont une innovation a été adoptée. Donc là on a on va dire une gaussienne qui représente une population de gens qui adoptent l'adoption, une innovation. Donc au début, on va dire qu'il y a vraiment des gens qui sont enclins à adopter immédiatement. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils vont l'adopter. Ce qu'on appelle les innovateurs. Derrière, il y a une population qu'on va appeler les early adopters, qui vont attendre qu'une innovation commence à être un petit peu solide et ils se disent c'est porteur et qui vont à ce moment l'adopter. Ensuite, il y a l'early majority, late majority, et puis les derniers, ce sont les traînards en fait. Voilà un petit peu comment ça a été théorisé pour l'adoption d'une innovation. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver assez généralement dans tous les sujets, aussi bien dans le domaine des choses... des hardware, c'est-à-dire que vous aurez cette courbe d'adoption chez les consommateurs, par exemple, qui achètent des téléphones portables, que dans les langages, dans les technos, etc. Vous retrouverez à peu près toujours cette manière de fonctionner. Si on projette ça sur ce que j'appelle le chemin de la valeur, c'est de dire, en gros, cette population, j'ai envie de la projeter sur est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui représentent cette population? Est-ce que est-ce que c'est des gens sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour cette chose-là, en fait? Les innovateurs, en général, il y en a peu, et souvent, quand on fait de l'innovation, quand on va adopter des choses nouvelles, on ne va pas forcément mettre beaucoup de budget. On a plutôt envie de tester plein de choses sur lesquelles on va mettre peu de budget. Donc, c'est des gens qui vont plutôt se positionner là, en termes de représentation. Donc, des gens où il n'y en a pas beaucoup, et en général, si on travaille avec ces gens-là, on va se faire peu de marge. Je fais à l'envers. Après, il y a les early adopters. Donc, les early adopters, ils ont détecté une innovation qui, pour eux, qu'ils considèrent comme très importante par rapport à leur marché. Ils considèrent que cette innovation va leur aider à prendre un avantage compétitif très important. Et à ce moment-là, ils sont prêts à investir beaucoup d'argent pour prendre cet avantage compétitif. Donc, des early adopters, il y en a un peu plus que des innovateurs. Par contre, c'est des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour y aller. Ils investissent massivement pour dire on va prendre le marché. Derrière, il y a ce qu'on appelle l'early majority. Donc, quand les early adopters sont passés, il y a les gens qui vont arriver en se disant bon, voilà, on sait que ça marche, ils sont plutôt suiveurs, mais il y a quand même un petit peu encore des risques. Ce qu'ils vont plutôt faire, ces gens-là, c'est qu'ils vont prendre ce qu'ont fait les early adopters et ils vont l'améliorer à la marge. Et puis, parce qu'ils vont continuer à gagner de l'argent parce qu'ils améliorent à la marge ce qui a été produit par les early adopters, mais ils vont jouer sur le volume pour continuer à gagner de l'argent, en fait. Voilà comment ça se passe. Derrière, il y a la late majority. Donc, c'est là, on va dire qu'on n'est plus du tout dans l'innovation. On a une technologie ou quelque chose qui est maintenant complètement reconnu, qui est sur le marché. Les gens arrivent. Et là, on va jouer sur des effets de très gros volume
Par contre, les marges vont être très très faibles en fait. Voilà, un petit peu comment ça se passe. Donc quand les gens arrivent sur ces marchés-là, les acteurs Late Majority arrivent, bah, c'est quasiment, il n'y a plus de marge. On va jouer sur l'effet de masse et des prix très très bas en fait. Et puis après, il y a les traînards. Donc les traînards, il y a encore moins d'argent à se faire. Et puis, en général, les volumes baissent. Donc là, ce n'est pas des marchés très porteurs. Donc on va dire qu'en termes de positionnement, ce qui est assez intéressant, c'est de travailler avec ces gens-là, en fait. Ces genres de population-là, ou même en tant qu'entreprise, c'est intéressant de se positionner là pour avoir des clients de ce type-là, en fait. Donc voilà un peu, j'essaie de représenter ça avec des cercles gros pour dire voilà où est-ce qu'il faut en gros répartir votre chiffre d'affaires en tant qu'entreprise. Ce qui va être intéressant, c'est si vous voulez faire de l'innovation, aller chercher que des gens qui vont acheter le dernier goodies, etc. Ben, ça ne va pas forcément marcher. Les marchés intéressants, c'est vraiment early adopter et early majority. Si vous arrivez à capter des clients de ce type-là, ben, vous allez être sur une entreprise qui va être assez rentable. Le marché étant ce qu'il est, ben, une innovation chasse l'autre et ce qui se passe, si vous ne remettez pas en cause en permanence votre positionnement, eh ben, dans le chemin de la valeur, petit à petit, vous allez glisser. C'est-à-dire que vous aviez un produit, quelque chose qui était porteur, qui était considéré comme très innovant, qui avait été adopté par des early adopters ou de l'early majority, et petit à petit, il est en train de glisser, votre produit, parce que d'autres produits arrivent, où il devient le temps passe, il est en train de s'user du point de vue du marketing ou des gens que ça intéresse, et petit à petit, votre produit, comme ça, il va glisser. Et là, vous commencez à rentrer dans des zones de danger, en fait. Si vous, en tant qu'entreprise, vous ne vous remettez pas en cause, à ce moment-là, vous êtes quasi mort. C'est que vous allez arriver sur des marchés où vous êtes sur la late majority, et là, c'est des marchés extrêmement durs. Il faut être très performant du point de vue de la production, de la réduction de coûts, etc. Et en général, si vous étiez d'abord sur des marchés de type early adopter où il y a beaucoup de marge, vous avez beaucoup de mal à vous adapter à des marchés de type late majority où les marges sont très très faibles en fait. Donc ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc si vous étiez positionné en haut d'échelle de valeur, si vous avez glissé comme ça et que vous n'avez pas réussi à rebondir, quasiment vous avez signé votre arrêt de mort en fait. Voilà. Donc la grosse difficulté quand on se positionne sur ces marchés-là, c'est de dire il faut essayer de rester en permanence dans le haut du chemin de la valeur et essayer de jamais descendre en fait. Donc pour ne pas descendre, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen qui fait beaucoup parler de lui, c'est vous allez déposer des brevets. Donc vous étiez un innovateur, un early adopter, vous avez déposé des brevets, vous allez protéger vos marchés. Quand il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, soit vous leur faites payer des royalties, soit vous leur lancez des procès pour les empêcher d'arriver sur votre marché. Donc ça, c'est un moyen. Quand quelqu'un commence à jouer des brevets pour se défendre, vous pouvez vous dire qu'il est descendu dans l'échelle de valeur et qu'il commence à se sentir menacé sur son marché. Sa seule manière de se défendre et de continuer à garder ses marges, c'est d'utiliser l'arme des brevets. En fait, c'est la seule chose qui va. Donc, quand vous entendez qu'un acteur commence à sortir l'arme des brevets, vous pouvez vous dire, du point de vue de son positionnement, du marché, qu'il n'est pas forcément très très bien. En tout cas, il protège, pas par l'innovation son marché, pas par la remise en cause de ce qu'il est, il va le protéger par un arsenal. Autre solution, c'est le monopole. Donc, il y a plein de monopoles qui sont plus ou moins préservés par des arsenaux législatifs. Donc, par exemple, si vous êtes une banque, vous êtes un peu protégé parce que pour devenir une banque, c'est très compliqué. Donc, un nouvel acteur qui veut se lancer sur ce marché-là, avant, il faudra qu'il fasse plein de choses avant d'y arriver. Donc, ce n'est pas des marchés très fluides en termes de nombre d'acteurs qui peuvent être sur ces marchés-là. C'est pareil dans le domaine de l'assurance. Pour se lancer en disant je me positionne en tant qu'assureur, c'est assez compliqué. Vous êtes protégé. D'autres exemples, ça peut être des protections par du corporatisme. Donc là, on parle beaucoup, j'en reparlerai derrière, des taxis. Donc les taxis qui ont une espèce de monopole. Il y a des acteurs disruptifs qui sont en train d'arriver sur le marché et eux, par divers moyens, ils essayent, pas par l'innovation, pas par de la création de valeur, ils essayent de protéger en rajoutant des lois qui vont faire que les acteurs disrupteurs qui arrivent sur le marché ne pourront pas fonctionner normalement en fait. Donc voilà. Donc l'idée c'est bien ça, c'est pour protéger. Si vous partez sur la late majority, vous êtes en tout cas en grosse zone de danger. Donc la manière de s'en sortir, c'est de rentrer dans la disruption. Donc on va voir ce que c'est. L'idée de base, pour être disruptif, c'est ça.
c'est de dire, je le présente d'abord comme un acteur nouveau qui arrive sur le marché, mais en tant qu'entreprise existante depuis un certain temps, vous pouvez vous comporter de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en place, vous allez l'attaquer sur son marché par une innovation majeure, et cet acteur, lui, soit il ne se positionne pas sur cette innovation majeure, soit il n'y croit pas, et vous allez progresser très très vite sur ce marché-là, et à un moment donné, vous allez lui casser son marché, vous allez le faire chuter en fait. Donc ça, il y a un exemple récent, extrêmement frappant. Je pense que dans l'histoire de l'économie, on a rarement vu ça de manière aussi rapide. C'est l'exemple des smartphones. Donc c'est quelque chose qui va vous paraître complètement évident. Donc on retrouve bien cette courbe-là. Il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient des positions. Et d'un seul coup, il y a des innovations qui sont arrivées, assez disruptives, et qui sont allées casser les marchés. Donc on le voit, il y a 5 ans, qui aurait dit qu'un RIM, un BlackBerry ou un Nokia serait menacé sur son marché? C'était complètement irréaliste d'imaginer que ces très gros acteurs de la téléphonie allaient à un moment être menacés. Et pourtant, il y a 2 acteurs qui sont arrivés en vrais disrupteurs sur ce marché, c'est iOS et Android. Ils sont arrivés, ils ont frappé très fort, les autres n'ont pas réagi. Et puis, ils se sont fait sortir du marché. Donc ça, c'est un exemple très récent qui illustre bien ce qui peut se passer si à un moment donné, on est descendu dans l'échelle de la valeur et on s'est retrouvé sur de la masse. C'est ce qui était arrivé, en tout cas, sur Nokia. Le gros marché de Nokia, c'était le téléphone pas cher, en fait. Là-dessus, ils étaient très, très forts. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés avec des innovations très intéressantes et qui, du coup, les ont sortis du marché en 5 ans, sachant qu'on parle de très grosses masses. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est que ce qui s'est passé avec Nokia et BlackBerry, moi, je pense que ça peut arriver sur tous les marchés. Donc, beaucoup de gens se disent mon marché ne sera jamais touché par l'arrivée du digital. Donc, je pense que globalement, l'arrivée du digital, c'est quelque chose d'extrêmement disruptif qui peut menacer tous les marchés. Il faut en avoir conscience. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui se disent ah non, sur mon marché, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, c'est sûr que ça va arriver. Maintenant, pour l'instant, si vous dites ça n'arrivera jamais, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'angle sur lequel il va arriver. Mais il y a un moment donné où le digital va arriver et il va bouleverser votre marché. Donc il y a plein d'exemples qu'on voit, c'est dans le domaine de la musique. Par exemple, on parle de les jeunes adolescents américains, où est-ce qu'ils écoutent de la musique? À la radio? Sur un mobile, non, il écoute sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai des adolescents, quand ils écoutent de la musique, ils ouvrent leur PC et ils mettent du YouTube en fait. C'est comme ça qu'ils consomment la musique. Donc là on voit, on va dire que YouTube est arrivé en disrupteur sur déjà d'autres marchés qui étaient en place en fait. C'est des marchés qui vont très vite et qui bouleversent. Donc, pour être disruptif, ce qui est très important, c'est essayer de se projeter dans le futur, essayer d'anticiper. Qu'est-ce qui va se passer sur mon marché? Il faut innover et il faut agir. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être courageux. Et, être disruptif, c'est d'abord une histoire de courage pour moi. On l'a vu, de manière naturelle, le marché a tendance à vous envoyer sur des endroits où il y a peu de valeur. Donc en permanence, si vous voulez rester innovant et disruptif, vous allez devoir lutter en permanence pour remonter la pente. Je pense que la majorité d'entre vous sont des développeurs, vous êtes sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, si pendant 5 ans, vous restez sur la stack technologique, votre stack technologique favorite, il y a forte chance que vous fassiez sortir du marché. En permanence, il faut remonter le courant, simplement, ne serait-ce qu'être à un endroit constant dans le courant, quoi. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous descendez. Donc naturellement, vous devez lutter pour simplement rester en position. Et si vous voulez remonter, c'est encore beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important dans notre métier. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un des métiers qui est les plus difficiles, le métier de développeur, parce qu'en fait, il y a la connaissance que vous avez acquise à l'instant T, dans 5 ans, elle n'a plus de valeur du point de vue du marché. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, en permanence, vous devez vous remettre en cause, apprendre des nouvelles choses pour continuer à avoir une
une employabilité, une valeur sur ce marché-là, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que pour le faire, vous, en tant que développeur, il faut que vous... Enfin, soit vous faites... soit vous êtes dans un écosystème qui va vous aider à remonter le courant, ou soit vous êtes dans des écosystèmes qui vont plutôt vous chloroformer, vous empêcher de remonter le courant, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à prendre conscience. On va essayer de discuter de ça aussi. Je voulais vous citer quelques exemples d'entreprises. Alors, qui connaît Square? Je pense quelques-uns. Square, c'est... pour moi, c'est l'exemple c'est un pattern d'entreprise disruptive. Qu'est-ce qu'a fait cette boîte? Elle a sorti un petit bout de hardware, mais vraiment tout petit, ça fait 2 cm par 2 cm, avec une prise jack. Ça se met sur la prise du téléphone, et en ayant fait ça, vous avez téléchargé une application. Ça a transformé votre smartphone en un terminal de paiement. Donc, voilà, c'est le truc hyper simple. Vous prenez un téléphone, vous demandez à Square de vous envoyer ce petit cube qui est gratuit, vous le pluguez sur votre téléphone et vous avez transformé votre téléphone en un terminal de paiement. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont des personnes dans leur entourage qui sont commerçants. Prendre un terminal de paiement pour un commerçant, c'est assez cher. Là, Square le propose de manière gratuite. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la manière dont ils arrivent. Donc j'ai mis qu'ils avaient déjà, en termes de maturité, une position dominante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je considère sur un marché, il y a un moment donné où tout est possible, et à un moment donné où un acteur a pris une position dominante, et il y a un moment donné où il y a un monopole. Donc je représente souvent ça, j'explique souvent ça avec le système écologique de la nature. C'est vous prenez un jardin qui vient d'être labouré, tout est possible. En gros, toutes les plantes peuvent prospérer, et puis à un moment donné, il y en a une qui va commencer à prendre une position dominante, puis après, il y en a une qui prend et qui a obtenu son monopole. Ce qui est terrible pour moi, c'est souvent la mousse qui prend dans ma pelouse la position dominante. Donc tous les printemps, je racle la mousse, mais bon. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai mis qu'ils ont pris une position dominante? C'est que sur leur marché de ces nouveaux types de systèmes de paiement, je ne pense pas qu'ils aient complètement gagné le marché, mais en tout cas, ils sont très connus. Et aux US, maintenant, beaucoup de gens utilisent déjà Square. Ça commence à être difficile de les sortir du marché, en fait. En France, ils sont inconnus, donc tout est possible, encore en France, on va dire. Mais déjà aux US, ça commence à être difficile de les sortir. Donc aussi, ce qui va être important, c'est... quand vous positionnez en tant que disrupteur, c'est de trouver des vecteurs qui vont faire que votre innovation va être poussée. Donc là, Square, ils ont utilisé deux vecteurs. C'est la mobilité. Donc ils ont profité du fait qu'une innovation disruptive arrivait, qui était le smartphone, pour profiter de cette vague-là et s'implanter. Et puis ils ont aussi un très très bon design, en fait. Donc voilà. Donc souvent, il faut réfléchir à ça. Une innovation disruptive en amène souvent une autre. Voilà. Donc, et ça va brasser les cartes, il va se passer quelque chose, en fait. Le smartphone, pour moi, ça a été une innovation disruptive. On va dire que c'est moins disruptif maintenant, mais en tout cas, c'est en train de bouleverser les cartes et ça peut changer les différents acteurs. Un autre exemple, donc on en a un petit peu parlé, c'est Uber. Alors je ne sais pas si, peut-être on en a un peu parlé dans la presse française ces derniers temps, mais... Ouais. Pardon? Donc il y en a un autre. Non, c'est pas les moustaches. Non, les moustaches, c'en a un autre en fait. Donc Uber, il se positionne sur le service à chauffeur en fait, le taxi. Le principe de base, c'est de dire, vous voulez une voiture pour plutôt que d'appeler un taxi, vous prenez votre smartphone et vous dites via une application, je veux qu'on vienne me chercher ici. Donc vous installez l'application Uber, vous dites je veux, et très rapidement il va y avoir quelqu'un qui va venir vous récupérer. Moi j'ai testé à San Francisco, ça marche, mais vraiment c'est simplement extraordinaire, quoi. Donc ils profitent vraiment de cette vague-là et ils attaquent de manière frontale le marché des taxis. Donc ça fait pas mal de bruit aux US. C'est une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Alors récemment, Google a investi 250 millions de dollars dans Uber, donc preuve qu'ils croient à cette structure-là.
En France, ils ont essayé de s'implanter, continuent d'essayer de s'implanter. Forcément, les taxis voient ça d'un mauvais œil. Donc, si je reprends ce que je vous avais dit tout à l'heure, les taxis qui ont un monopole actuellement, qui est basé sur une licence qui coûte très cher, la manière qu'ils cherchent à utiliser pour défendre le marché, c'est plutôt que de dire nous aussi on va être disruptif sur nos marchés, ce qui est très difficile quand vous êtes un tout petit acteur, chauffeur de taxi, ils disent on va essayer de se protéger par de l'arsenal législatif. Et ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est qu'on ne pourra pas utiliser un service type Uber avant 15 minutes. C'est-à-dire qu'au moment où vous commandez votre taxi, la voiture avec chauffeur privé ne pourra pas arriver avant 15 minutes. Donc même s'il est à 100 mètres, il faudra qu'il attende 15 minutes avant de venir vous prendre. En fait. C'est ça qu'essayent de mettre en place les taxis de manière à protéger leur marché. Donc moi, je comprends tout à fait la position des chauffeurs de taxi. On peut se mettre à leur place. Ils ont acheté une licence qui est très chère. Et d'un seul coup, il y a des gens qui arrivent et qui viennent complètement bouleverser le marché. Donc je comprends qu'ils essayent de se défendre. J'ai envie de dire malheureusement pour eux, je pense qu'ils vont avoir du mal à résister et que de toute façon, si ce n'est pas Uber, ce sera un autre. Et là, on est vraiment face à une innovation. Et ils ont plutôt intérêt à essayer de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent faire la même chose que plutôt de dire on va mettre en place des choses pour l'empêcher en fait. C'est mon point de vue. Même si ce sera difficile, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à y aller. De la même manière, je pense que Uber, c'est déjà une marque. Ils ont démarré il n'y a pas très longtemps, mais c'est déjà quelque chose. Ils n'ont pas encore un monopole, mais ils ont atteint une position extrêmement dominante, en tout cas aux US. En France, c'est bien parti pour aussi, parce qu'on en parle beaucoup. En fait, ça participe à ça. Dans la notion de monopole aussi, je disais, donc tout est possible, position dominante et monopole. C'est quelque chose la notion de monopole est aussi quelque chose d'extrêmement fort dans le domaine de l'Internet. C'est-à-dire que dans la plupart des services, il y a un acteur et un seul qui va prendre l'intégralité du marché. Vous pouvez le regarder, quels que soient les services, vous pouvez essayer de regarder, par exemple dans le système de cartographie, c'est extrêmement dur pour d'autres acteurs de se mettre en face de Google Maps. Il est là, il a un service, position dominante, il est sur tous les sites web. Dans le domaine du réseau social, on va dire familial, amical, etc., sortir Facebook du marché, ça va être compliqué. À chaque fois que vous prenez des services comme ça, la vidéo en ligne, on a un acteur qui s'appelle Dailymotion, on aimerait bien en France qu'il existe, qu'il arrive à exister, on va dire, mais face à un YouTube, ça reste quand même un sujet qui est extrêmement compliqué. Ils ont une position telle, je vois mal comment est-ce qu'ils vont résister. Pareil sur les réseaux sociaux professionnels. Donc en France, il y a encore un marché particulier où il y a deux acteurs. Il y a LinkedIn qui est en train d'arriver et puis il y a Viadeo. Même si ça me ferait plaisir que Viadeo s'en sorte, je donne pas cher de leur futur en fait. Globalement, on est sur un marché où au final, il n'en restera qu'un. C'est un peu comme Highlander. À la fin, on se retrouve quelque part, on se découpe les têtes. À la fin, il n'y en a qu'un. Et à partir du moment où il n'y a qu'un, c'est à ce moment-là où justement, il devient plus immortel et c'est le moment où on peut aller disrupter. Voilà un peu l'idée. Ça, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des MOOC, Massively Online Open Course, les MOOC. Donc c'est un mouvement à nouveau qui vient des US, qui est extrêmement puissant. L'idée de base, c'est quoi? C'est de dire, souvent, on a écouté des professeurs dans des matières qui étaient à l'université ou à l'école, qui n'étaient pas forcément des superstars, qui n'étaient pas forcément très bons, on s'ennuyait un peu dans ces cours-là. L'idée du MOOC, c'est de dire, on va prendre un acteur qui est vraiment une référence sur un sujet, un super pédagogue, on va lui demander d'enregistrer son cours, et ce cours, on va le rendre accessible au monde entier. C'est ça l'idée. Donc vous prenez par exemple un cours de machine learning, donc d'algorithme d'apprentissage automatique, que ce cours soit retransmis par un prof dans une fac ou par un chercheur extrêmement pédagogue et que le contenu est le même en fait. La valeur d'avoir la personne, de tracer dans son amphi pour écouter quelqu'un ou de le faire chez soi avec son casque et voilà, éventuellement pouvoir poser... La valeur d'aller dans l'amphi pour l'écouter, elle est faible. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est effectivement peut-être de faire des TP avec cette personne, etc. Mais simplement, le côté cours magistral, la valeur, pour moi, d'aller dans ces cours magistraux, elle a toujours été très faible, en fait.
Donc ces MOOC sont en train d'arriver. Je pense que dans le domaine de l'éducation, c'est vraiment un tsunami qui est en train d'arriver. Mais vraiment un tsunami. On le sent encore peu, mais pour moi, c'est vraiment très très fort. Je suis en train, par exemple, de faire justement le cours qu'il y a sur Coursera sur le machine learning. Donc moi, j'ai fait une thèse en machine learning. Le cours du gars est tout simplement excellent, quoi. Je pense que j'ai pas fini le cours, hein, j'ai fait peut-être 6 ou 7 leçons d'une dizaine de minutes. Je pense que quand j'aurai fini ce cours, ça équivaut à ma première année de thèse. Donc bon, c'est il y a quelques années, hein, ben voilà, enfin voilà, en gros, c'est beaucoup de gens qui vont donner énormément de valeur. Donc ça va un peu changer aussi le marché de l'éducation, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est plus tellement d'aller assister à un cours, parce que ça va être globalement ça va être gratuit, mais là on va toujours avoir besoin d'évaluer les gens et de leur donner un niveau. C'est pas parce que j'ai suivi le cours de machine learning que j'ai bien compris ce qui se passait. Et donc la valeur va se déplacer plutôt vers des notions de certification et de diplôme. Je pense que là il y a de la vraie valeur à créer avec ces systèmes-là en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment une innovation extrêmement disruptive pour moi, tout ce qui est MOOC. On est encore dans un marché où tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs qui se sont globalement imposés sur ce marché-là. Il y a plein de gens qui essayent de prendre le marché. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un acteur au final, un seul acteur qui s'impose. En France, on a quand même un peu de chance, c'est qu'on a la langue française qui protège un petit peu notre marché. Donc on a comme si on avait créé un espèce d'arsenal législatif qui protégeait notre marché. Donc on va dire qu'il y a de la place, je pense, pour un acteur français. Il y a d'ailleurs le site du Zero qui s'est positionné sur ce marché-là en sortant son MOOC en fait. Voilà, donc un exemple en fait, où le digital à nouveau vient complètement bouleverser un marché. Un autre que je mets, qui n'est pas lié à une entreprise, mais que je trouve assez amusant, c'est Bitcoin. Alors je pense que tout le monde connaît Bitcoin maintenant. Ouais. Bon, alors Bitcoin, c'est une monnaie, elle a une particularité, c'est que c'est gratuit, l'échange est instantané et anonyme. Globalement, c'est à peu près ça, ces 3 caractéristiques. Donc c'est intéressant, pourquoi je le cite, parce que c'est quelque chose qui est purement digital et qui, je suis assez provocateur dans la manière de le positionner. Je dis, voilà, il vient en disrupteur sur le dollar et l'or. Donc voilà, je suis assez provocateur en le disant. Mais globalement, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait une monnaie qui s'impose face à ces monnaies, on va dire, actuellement classiques. Alors, il y a eu l'or, ensuite dans le papier, il y a eu le dollar. Ben voilà, ça correspond aussi à des mouvements, des ères économiques. Là, on rentre dans une nouvelle ère qui est l'ère du digital. À mon sens, il est probable qu'il y ait une monnaie digitale qui s'impose. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit Bitcoin. D'ailleurs, actuellement, même si c'est une monnaie qui commence à avoir une certaine légitimité, elle est assez décriée parce que, en gros, les gens qui, maintenant, le principe, c'est de forer pour découvrir des bitcoins. Et maintenant, pour avoir une légitimité sur le marché du forage, il faut déjà avoir beaucoup de puissance de calcul, en fait. Donc, il n'y a plus que quelques acteurs qui arrivent à produire du bitcoin. En gros, il y a même des gens qui ont sorti vous pouvez acheter des hardware dédiés au forage de bitcoin, quoi. Ça allait très très loin. Donc là, il y a une nouvelle monnaie qui a été pensée en 2011 pour contrer pour amener un patch à la faille qu'il y avait sur le Bitcoin. En gros, plus on a de CPU et plus on est capable de forer. Ce qu'ils ont rajouté, c'est une autre dimension. Il faut avoir beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Ça s'appelle le Litecoin et qui, du coup, est beaucoup plus compliqué à faire scaler, en fait. Et ce que pensent les acteurs, c'est que en créant cette monnaie, ils espèrent que ce ne sera pas assez rémunérateur pour que des acteurs se positionnent sur la construction de hardware pour forer du Litecoin, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc ils ont essayé de chercher des algos qui font que ce n'est pas rentable de créer des machines pour aller forer, en fait. Mais voilà, donc c'est intéressant aussi, à nouveau, un secteur où le digital arrive à peut potentiellement disrupter un marché. Le dernier que j'en discutais avec ce matin, et je ne sais pas si vous connaissez Help Out. Vous n'avez peut-être pas entendu. C'est quelque chose qui a été lancé par Google la semaine dernière, c'est ça? Ouais, semaine dernière. C'est en gros, vous avez la possibilité de proposer de l'aide en ligne. Voilà. À travers Hangout. Avec un système de paiement. À la minute ou à la session. Donc par exemple, vous êtes un grand cuistot, ou pas.
En tout cas, vous savez faire des crêpes. Et vous dites, ouais, on n'est pas très loin de la Bretagne, on est en Bretagne, je ne sais jamais. Mais, ah, merci, j'attendais un petit peu de réaction de la salle. Et donc, voilà, vous dites, moi, je vais expliquer à tout le monde de faire des crêpes. Vous ouvrez votre Help Out. Vous dites, voilà, apprendre à faire des crêpes, c'est une demi-heure, ça coûte $10. Paf. Et puis les gens se viennent, ils prennent des créneaux avec vous sur votre agenda. Et puis pendant 10 minutes, vous leur expliquez, une demi-heure, enfin vous choisissez le temps, vous expliquez comment faire des crêpes en fait. Donc ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça a effectivement un potentiel énorme. Et c'est intéressant parce que pour moi, on est aussi, souvent les innovations disruptives vont être associées ils vont bouleverser un marché en changeant la valeur. Et là, on change la notion de valeur d'un cours en ligne, parce qu'en fait, quelque part, n'importe qui dans le monde va pouvoir créer la même valeur que n'importe qui, en fait. Donc, je pense que c'est un marché sur lequel les acteurs des économies fortes vont être en concurrence directe avec des acteurs d'économies, de pays émergents, j'ai envie de dire. Par exemple, vous voulez des cours en ligne à travers Help Out, ce sera tout à fait possible. Vous dites, voilà, je pense qu'il peut très bien y avoir des pays anglophones qui se positionnent sur ce marché, qui sont issus de pays émergents et qui commencent à proposer des cours en ligne à 2, 3, 4 dollars de l'heure, en fait. Chose qu'on n'arrive pas à avoir en France. Et du coup, voilà, là, on est vraiment sur quelque chose qui est en train d'arriver, c'est tout neuf. Je ne sais pas encore comment le catégoriser, voilà, c'est un peu compliqué, c'est quoi les vrais concurrents, il faut vraiment analyser ça. Mais l'idée, c'est vraiment démocratiser le côté je vais donner un cours. L'effet qu'il y a derrière, c'est aussi qu'est-ce que c'est que la valeur d'un cours en ligne, du coup, derrière. On est en concurrence directe, donc je pense qu'il faut aller chercher des bons marchés, se faire un nom. Voilà. Il y a tout un nouvel espace qui est en train d'être créé, c'est intéressant. Voilà, on va voir pour l'instant, je pense qu'il faut être américain pour y accéder. Moi, j'ai demandé à pouvoir faire, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu d'invitation encore. En tout cas, regardez, c'est assez sympa. Il y a déjà plein de choses disponibles. Ok, donc on va voir quelques questions. On va dire, est-ce que vous travaillez dans une entreprise disruptive? Parce que pour moi, je vous disais, ce qui va être assez important pour, en tant que développeur, arriver à suivre ce mouvement de disruption. On est sur un marché où tous les 5 ans, il faut se remettre en cause. Il est beaucoup plus facile de remonter le torrent si vous êtes dans une entreprise disruptive que si vous ne l'êtes pas, en fait. Première question, vous pouvez déjà regarder vos collègues. Donc, est-ce que vos collègues sont excités par les changements apportés par le numérique? Donc, vous regardez vos collègues, s'ils ont encore des vieux Nokia à 9 touches, c'est pas bon, quoi. Voilà. Ça peut arriver, hein. Ça sent mauvais, en tout cas. Là, vous dites, c'est-à-dire que dans le côté, il va y avoir de l'innovation disruptive, ça va être compliqué parce que déjà, les gens avec qui vous travaillez, eux, ils sont plutôt réticents à l'innovation. Donc, déjà, ça va être compliqué. Donc, c'est pareil pour les IDE, par exemple. Si vous êtes dans un truc où certains utilisent des très vieux IDE qui datent des années 2000, pour pas les citer, c'est pareil, c'est compliqué, quoi. Non, je ne vais pas donner de nom. Ouais. Après, c'est pareil. Donc, il peut y avoir des gens qui ont envie d'être disruptifs, mais malheureusement, ils ont du mal, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de trouver une image pour illustrer ça. C'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir... Tiens, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un smartphone, mais par contre, voilà, je ne veux pas retirer mes gants, quoi. Ouais, qu'on va avoir du mal à rentrer sur ce marché. Donc, vous pouvez essayer de voir dans vos collègues comment ça se passe. Voilà. Autre chose, c'est... On a parlé de vos collègues. On va parler maintenant de l'entreprise en elle-même et globalement de son écosystème, comment est-ce qu'on lui propose. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise où vous devez coder pour un navigateur type Internet Explorer 8, on va dire, je vais être sympa, hein. J'osais pas, non, parce qu'il ne faut pas non plus humilier les gens qui sont dans la salle. Bon, c'est difficile d'être disruptif sur le web si on doit coder pour un navigateur de ce type-là, quoi. Donc là, j'ai quasiment, IE7, si on vous oblige à coder pour IE7, je peux quand même vous conseiller de changer de boîte. Voilà. C'est quasiment une menace pour votre carrière, donc faites attention. Alors, voilà, donc réfléchissez à ça. Si vous êtes dans des écosystèmes comme ça, c'est un peu compliqué pour vous. En gros, ça veut dire beaucoup de travail le soir, le week-end, et après potentiellement des problèmes avec votre conjoint. Donc voilà, il faut choisir. Autre chose, c'est où est-ce qu'on met l'argent? Donc, dans une entreprise où, en fait,
vous avez un directeur de l'infrastructure qui adore acheter des bêtes disques. Son truc, c'est d'acheter du hardware, ça lui plaît, des belles machines, etc. C'est pareil, il y a peu de chances que vous soyez confronté un jour au cloud. Voilà. Donc, bien regarder où est-ce qu'on met l'argent. C'est-à-dire que si cette entreprise, elle adore acheter des hardware, où est-ce qu'on met l'argent en fait? Ça, c'est important. Où est-ce qu'on investit l'argent? C'est très important. Récemment, je faisais une avant-vente. Je suis retombé j'étais face à un DSI. La première chose que le DSI me dit, c'est qu'il venait d'acheter une super machine. Je me suis dit, c'est clair que je ne vais pas parler de cloud. Ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, donc réfléchissez à ça. Où est-ce que la masse d'argent est investie? Et là, vous allez me dire, est-ce que moi, je vais pouvoir utiliser les nouvelles choses qui arrivent? C'est intéressant de regarder. Pareil, sur les licences, par exemple. Donc, est-ce qu'on va plutôt favoriser l'usage du gratuit ou pas? Voilà. Ça, je pense que c'est un bon indicateur. Si dans votre boîte, on vous dit, de toute façon, c'est le premier truc, on va mettre beaucoup d'argent dans les licences, dites-vous que tout cet argent n'ira pas ailleurs. Voilà. Donc, réfléchissez à ça aussi. Voilà, c'est pareil. Chaque fois qu'on met de l'argent dans des choses qui sont voilà, ce qu'elles sont, on a moins d'argent pour être disruptif, innover, faire des choses qui nous amusent. Voilà. Autre point, c'est failure is not an option. Dans une entreprise où l'échec n'est pas une option. Ça, c'est compliqué. Donc, ça peut être, dans certains cas, ça peut être pour ça que je mets... ça fait référence à Apollo, ça se comprend. C'est-à-dire que dans certains cas, le fait d'avoir un échec, ce n'est pas une option, il faut absolument réussir. Mais là, il faut énormément d'argent pour garantir le fait que le projet soit un succès. Je pense que, en France, il y a maintenant peu d'entreprises qui peuvent mettre énormément d'argent pour garantir le fait qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ça va être intéressant d'être dans des structures beaucoup plus agiles qui vont autoriser les échecs. Et il y a certains mantras dans les boîtes de la Silicon Valley qui disent « fail often, fail fast » en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est s'autoriser les échecs, mais il ne faut surtout pas continuer dans l'échec. C'est ça l'erreur souvent qu'on a dans certaines boîtes, c'est que ça ne marche pas, mais on va quand même continuer à investir pour essayer de refaire vivre le mort en fait. Non, c'est pas ça. On a le droit de tester plein de choses, on s'autorise à faire des erreurs, mais il faut être capable de dire non, j'ai fait une erreur, je change. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut arriver à réfléchir. Donc ça, c'est plutôt l'écosystème de l'entreprise. Maintenant, on va parler de vous. Donc vous, moi, c'est issu d'un article que j'ai lu, je trouvais ça intéressant, et il disait, voilà, vous n'êtes pas forcément un acteur du disruptif, c'est quoi les questions qu'on doit se poser pour commencer à aller en avant? Donc, je vous présente les questions qui se posent. Et je trouvais ça assez pertinent, c'est pour ça que je les ai reprises. Première, c'est est-ce que vous avez un héros disruptif? Donc, ce qu'il disait, c'est pas prendre Steve Jobs, c'est pas ça, c'est dans votre entourage, un parent, un ami, un collègue ou quelqu'un que vous connaissez vraiment et vous dites, voilà, moi vraiment, cette personne-là, elle a fait des trucs, c'est vraiment incroyable et quelque part, voilà, j'ai envie de l'imiter, elle me sert de modèle, elle m'a bouleversé, voilà, il s'est passé quelque chose et voilà, vous avez du respect pour cette personne-là. Je pense que beaucoup des gens dans cette salle ont rencontré des gens de ce type-là, parce que c'est très lié aussi à notre métier. Moi, ça m'est arrivé, dans mon histoire, j'ai une tante qui a fait des choses incroyables. Elle a passé son permis genre en 1915. Son mari a fait la croisière Citroën pour traverser le Sahara, quelque chose comme ça. Quand elle racontait ses histoires, mais je ne rêvais qu'une chose, c'était faire comme elle, sa vie d'aventurière. C'est vraiment intéressant. Et voilà, des gens comme ça qui, dans vos entourages, vous ont bouleversé. Je pense que c'est intéressant d'essayer de voir si vous en avez, de réfléchir à ça. C'est sûr que vous en avez. Après, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que vous avez une distribution favorite? Si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Mais voilà, vous aurez du mal à être dans des marchés disruptifs. Moi, j'en ai une. C'est un truc, en 92, j'étais au Japon et je découvre Internet. 92, je découvre Internet. Il n'y avait pas encore le web, mais en gros, je peux envoyer un mail à un pote, il me répond dans la minute, et comme ça, on s'organise la soirée. C'était vraiment instantané, mais je trouvais ça magique. C'est complètement incroyable. On se dit, tiens, on va s'organiser un voyage, on va dans un forum de news, ça existait en 92, les news. Ça ne servait pas qu'à télécharger. Donc on postait un news et on demandait aux Japonais, voilà, on va aller au Hokkaido, aidez-nous, et les gens nous ont filé plein de tuyaux, etc. Et là je dis, mais c'est complètement incroyable ce qui se passe. Je veux la même chose en France, quoi. C'est vraiment, là vous êtes face à un truc et vous dites, mais ça va complètement bouleverser
ce qui va se passer en fait. Je pense que tous, donc voilà, on doit avoir rencontré à des moments des choses comme ça, et c'est important. Donc moi, ça m'a vraiment marqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux bosser dans ce domaine-là, quoi. J'ai rencontré ce truc-là, je dis, ça va bouleverser ce qui va se passer. Je veux bosser dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que dès que j'ai commencé à bosser, ben, tout de suite, je suis allé sur ces marchés-là, sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de marché. Mais je me disais, il va se passer quelque chose, je vais y aller. C'est pareil quand j'ai vu arriver Android. Android, je l'ai vu arriver en 2008. Mais j'avais l'impression de jouer avec ma calculatrice quand j'étais au lycée, quoi. Je dis, c'est incroyable ce qui se passe là. Je vais pouvoir écrire quelque chose et ça va être dans la poche de tout le monde et tout. C'était vraiment merveilleux. Je dis non, il faut que je code une application pour ce truc-là. Voilà. Donc comme ça, je pense que au moment où vous voyez quelque chose comme ça, ben, il faut s'y intéresser et c'est vraiment les bons moments. Quand vous le sentez, quand vous le détectez, c'est vraiment le bon moment pour investir, dire là, je vais y consacrer du temps parce que je suis en train de prendre une bonne vague. Elle va vous emmener, elle va vous aider à vous emmener loin. Puis après, c'est aussi important de voir des disruptions qui vous gênent, dans lesquelles vous luttez, vous en voulez pas. Elles sont là, elles s'imposent à vous, elles vous énervent, vous résistez. Voilà. Donc moi, j'en ai une actuellement, c'est JavaScript. JavaScript, donc moi, je l'ai connu il y a des années. Donc j'ai fait le script qui disent, voilà. Et puis à un moment donné, ça a disparu. J'étais plutôt content parce que moi, j'ai fait du JavaScript côté serveur. On appelait ça du server-side JavaScript, vous voyez, en 97. Enfin, oui, j'étais quand même content d'arriver sur Java à ce moment-là parce que les VM, c'était pas terrible. Enfin, et puis là, ça revient. Alors ça me gêne. Je me dis, purée, non, c'est pas vrai, quoi. Et je vois, et c'est toujours meilleur, et c'est toujours intéressant. Enfin, et c'est beau ce qui est en train d'arriver avec JavaScript, etc. Et je me dis, ouais, il faut que tu t'y mettes. Il dit, mais non, mais tout le corps résiste. Et voilà. Donc c'est important d'être face à ce truc-là, d'essayer d'identifier aussi. Voilà, vous avez des choses qui sont gênantes, et il faut plutôt lutter contre ça. C'est-à-dire que JavaScript, c'est sûr, quoi. Enfin, c'est là, ça va durer, ça existe, etc. Et ben voilà, il faut mettre l'énergie nécessaire pour aller apprendre AngularJS, Bower, etc. Enfin, je pense que c'est pas prêt de disparaître. Enfin, c'est mon opinion. Après, il y en a sûrement d'autres. Hein. Ok. Donc dans le monde Google, je me suis posé la question de qu'est-ce que je considère encore comme quelque chose en tant que développeur qui est super disruptif, sur lequel je peux surfer. Il y a encore une énorme vague qui est en train de se présenter et sur lequel je peux la prendre pour surfer. Je considère que vraiment la Google Cloud Platform, c'est énorme. C'est vraiment une vague énorme qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'elle n'est pas surfée encore. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se positionner. Vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à jouer avec. Donc souvent, quand ça a démarré, vous avez sûrement découvert la Google Cloud Platform à travers un tout petit morceau qui est App Engine. C'est vraiment maintenant un tout petit morceau de la Cloud Platform. Elle est maintenant vraiment, il y a énormément de services. Je vous invite à les découvrir. Il y a un potentiel qui est énorme. Et pour l'instant, sur cette vague, il y a très peu de gens qui la surfent. Il y a vraiment très peu de gens. Moi, je crois vraiment qu'elle va arriver, quoi. Après, on peut se dire, il y a peu de gens, donc elle ne va pas arriver. Je cherche la vague d'après. J'y crois vraiment. Et donc, dès qu'il y a des nouveaux services de Google qui sortent sur dessus, j'essaye de les apprendre, de voir qu'est-ce que je peux en tirer, voilà. Essayer de trouver et d'innover autour de ça. Donc, je voulais illustrer ça par deux exemples très récents. Donc, il y a un truc vieux. Quand la App Engine est arrivée, j'ai fait une application qui s'appelle À bon entendeur. Donc, certains d'entre vous doivent la connaître. Je suis en train d'essayer de réveiller le mort, là. N'hésitez pas à la télécharger, de mettre des bonnes notes, ça me fera plaisir. Voilà. Mais bon, donc à bon entendeur, c'est une vieille application. Le back-end, c'est App Engine. Donc quand c'est arrivé, je voulais apprendre deux choses. Je voulais apprendre le cloud et je voulais apprendre Android. C'est pour ça que j'ai fait à bon entendeur. L'idée de base, c'était ça. Et puis, il y a 3 semaines, je pense, Google a sorti la Streaming API sur BigQuery. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. BigQuery, ça vous dit quelque chose ou pas? BigQuery, qui connaît BigQuery? Pas beaucoup. Alors BigQuery, c'est, j'ai trouvé l'expression récemment, c'est supersize my data warehouse. C'est-à-dire, vous aviez un data warehouse, vous pouviez stocker des choses à l'échelle du giga. On va dire que dans BigQuery, c'est la même chose, mais vous pouvez stocker des choses à l'échelle de beaucoup de terras. Je ne sais pas quelles sont les limites. En tout cas, vous pouvez stocker énormément d'informations. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir stocker énormément d'informations et que vous allez avoir un système de requêtes qui va vous donner des réponses quasi instantanées. Vous allez pouvoir surfer dans des terras de données. Et en fait, au moment où vous lancez votre requête, Google va provisionner autant de machines qu'il faut pour vous répondre le plus vite possible. Et puis après, il vous donne la réponse. Donc dans le Data Warehouse, le projet de Data Warehouse, c'est quoi? On va mettre 6 mois pour construire une base de données. On va remettre 6 mois pour construire un cube au-dessus.
on va mettre encore 6 mois pour construire des rapports, et au bout de 18 mois, on a un projet. C'était un peu ça, les projets de Data Warehouse, quand ça avait démarré. Là, l'idée, c'est quoi? Vous avez des données, vous les envoyez dans BigQuery, et puis au moment où vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir ça, vous faites la requête, et puis ça va vous donner la donnée, en fait. Vous n'avez pas besoin d'imaginer les différents axes de votre cube. En gros, vous allez les avoir quasi en temps réel. C'est ça l'idée qu'il y a derrière BigQuery. Donc, on va dire que c'est un cube OLAP qui vous permet à la fois de stocker de la donnée en streaming. Donc, il n'y a pas de batch la nuit qui va calculer le truc. Vous streamez les données dedans. Et puis, quand vous voulez la donnée, vous faites vos requêtes, quelle que soit la complexité, sur les différents axes que vous voulez. Et vous avez l'information. Donc, ils ont annoncé la Streaming API. Je me dis, il faut absolument que je teste. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je veux construire un système de réputation sur un bon entendeur qui soit un peu pertinent. Donc, ce que j'aimerais, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon utilisateur d'un bon entendeur. Donc, quand est-ce qu'il rencontre des radars? S'il rencontre jamais de radar, ça ne sert à rien. Même s'il lance beaucoup l'application, s'il est en race campagne, il n'y a pas de radar, du point de vue de sa réputation, c'est faible. Après, voilà, je voulais... voilà, est-ce que souvent, il met des notes sur les radars? Est-ce qu'il dit ce radar, il est pertinent ou impertinent? Ou pas pertinent plutôt. Voilà. Est-ce qu'il note les radars? Voilà. Donc, je voulais stocker le maximum d'informations. Est-ce qu'il roule beaucoup ou pas, etc. Donc, stocker toutes ces informations pour après essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un modèle de réputation qui me permet de dire c'est un bon user ou pas. De la même chose, on peut mettre de la réputation sur des personnes, mais on peut mettre aussi de la réputation sur des objets. Donc, je veux faire la même chose sur les radars. Est-ce que c'est un radar qui a une bonne réputation? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui le rencontrent et qui lui mettent des notes positifs ou pas, en fait. Et est-ce qu'il y a des régions dangereuses ou pas? C'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de radars mobiles. Et à ce moment-là, voilà, j'ai essayé de comprendre tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'était assez simple. J'ai codé un truc qui s'appelle Event Proxy. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Donc ça, c'est la classe qui est vraiment super simple, qui me permet de... Donc je suis sur mon téléphone, il y a un événement. Cet événement, je l'envoie sur App Engine. Depuis App Engine, je vais le poster sur BigQuery. Donc j'ai créé une classe, vous voyez, c'est, je ne sais pas combien de lignes de code, centaines de lignes de code. Ça va, dès qu'il y a des événements qui débarquent, ça va les poster dans BigQuery. C'est super simple, donc c'est un proxy. Et on se rapproche des techniques de développement qu'on appelle de l'event sourcing. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ces techniques. Ah ouais, c'est tout petit, mais c'est pas grave, de toute façon, le code, on s'en fout. C'est juste pour dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. Voilà. C'est vraiment que ça. Hein. Donc vous prenez cette classe-là, et puis derrière, vous allez pouvoir streamer dans BigQuery. Et puis derrière, vous pouvez jouer avec les données. Donc là, j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps, c'est là. Donc par exemple, si je vais regarder tous les événements que j'ai dans la base, maintenant, donc ça fait à peu près une quinzaine de jours que c'est plugué. Donc là, je lance la query. Je lui dis, je veux que tu me fasses simplement un compte étoile dessus. Là, j'ai 1 million de lignes, en fait. 1 million d'événements qui ont été stockés. C'est pas précalculé. Là, ils viennent me le calculer. On dit, ouais, c'est pas... On sait faire. Hein. On peut faire plus vite. Donc là, par exemple, ce que je veux, c'est par user, donne-moi le nombre d'événements que... Alors là, je vais mettre un peu plus, parce que j'ai un peu plus de users que ça, maintenant. Voilà. J'en ai 12 000. Donc là, on va voir, il va me classer les users. Donc là, c'est fait. Là, j'en ai quasiment 11 000. Donc là, je viens de faire la requête. Vous voyez, la requête, bon, c'est un select du compte de la personne. Je fais un compte étoile dessus. Et puis voilà, je limite à 12 000. Et puis là, il me les classe. Voilà. C'est hyper rapide. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez commencer à naviguer dans vos données. Ce que j'ai fait derrière, c'est que vous pouvez dire... Donc comme moi ce qui va m'intéresser, c'est aussi de voir un petit peu où est-ce qu'il y a bon entendeur à utiliser dans la France en fait. Donc en gros, quand les gens ils roulent, ils déposent des petits cailloux comme des petits poussets, et puis après derrière moi je peux voir c'est quoi les régions où l'application est pertinente ou pas. Donc là je dois avoir une requête qui est par là-dedans. Voilà, c'est celle-là. Donc je vais l'exécuter. Donc en gros, chaque fois que dans l'événement, il va trouver l'événement contient, le libellé d'événement contient un caillou, il va me renvoyer la ligne. Donc ça, c'est ce que je fais, je déclenche la requête. Network is unreachable. C'est pas sympa ça. Pourquoi est-ce qu'il veut pas... Il n'y a plus de Wi-Fi là. Enfin bon, peu importe. Donc ce que j'ai fait là, j'espère que le réseau va revenir. Mais en gros, l'idée là, ce que j'avais fait, c'est je récupère là, j'ai à peu près 700 000 petits cailloux qui ont été déposés en à peu près 15 jours. Donc ces 700 000 cailloux, je les ai exportés. Donc dans une table, j'ai recréé une table que vous voyez ici qui s'appelle cailloux.
Après, de cette table, vous pouvez l'exporter ici pour récupérer un fichier CSV qui représente tous ces cailloux. Donc ça fait un fichier qui fait 40 mégas. Ces 40 mégas, je les ai posés. Ah ouais, alors là, ça ne va pas marcher, parce que je n'ai pas de réseau. Mais je les ai posés sur Google Cloud Storage, ce fichier, et je l'ai réimporté derrière dans un produit Google qui s'appelle Fusion Table. Donc en gros, j'ai codé 0. D'accord, bah, si, il y a une petite ligne. Je dépose tous mes événements, je génère le fichier, et après, je le récupère dans un produit qui est capable d'afficher énormément de lignes. Donc là, il y a 600 000 lignes, en fait. Voilà. Ça vous donne une idée un peu de la puissance du cloud. Si j'avais demandé à quelqu'un de me faire ça, voilà, tu vas me faire un truc, il va y avoir des événements qui vont débarquer, derrière, tu vas me voilà, machin, etc. Et puis derrière, tu me l'affiches sur une map, etc. Enfin, bon, là, j'ai accumulé plusieurs produits Google, mais c'est simplement pour vous illustrer la puissance de la plateforme qui est en train d'arriver. Donc, essayez de comprendre son écosystème et après, d'imaginer des scénarios d'utilisation, en fait, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Deuxième exemple, c'est ce que j'ai appelé, alors là, j'espère que ça va marcher. Je suis bien parti en offline. Hein. Donc là, je suis aussi MapRes, c'est le cloud, hein, mais vous voyez, elle fonctionne maintenant offline. Voilà, donc deuxième chose, ça faisait un moment que je voulais coder un système avec un Raspberry Pi ou un truc comme ça qui permet de faire de la télésurveillance de la maison. Puis un soir dans le train, je me suis dit, mais t'as un vieil Android à la maison, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ça en fait? Tu codes un système avec qui prend des photos de manière régulière, et puis si deux photos sont différentes d'une manière significative, eh ben, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Ben, à ce moment-là, tu vas uploader la photo sur le cloud, donc sur Google Cloud Storage, et puis derrière, eh ben, tu peux envoyer des emails, faire ce que tu veux, quoi, plein de choses. Donc voilà. Donc bon, comme j'avais pas trop le temps, le lendemain, je suis arrivé chez Sphere, j'ai pris 2 gars, j'ai dit bon, vous avez 5 jours pour sortir un proto. Ils avaient 5 jours pour sortir un proto, donc ils ne connaissaient pas App Engine, ils ne connaissaient pas Android, ils ne connaissaient pas Storage. En 5 jours, ils m'ont sorti un proof of concept qui marchait. Ça donne un peu une idée du truc, en fait. Donc là, ça a tellement bien marché que je trouvais ça sympa. Et donc, du coup, on réinvestit pour dire est-ce qu'on est capable d'en faire une vraie application qu'on met sur la market. Un peu un démonstrateur pour jouer, en fait. Donc là, l'idée, c'est que les gens, on est capable de se loguer. Ça marche maintenant. On est capable de se loguer, on peut démarrer. On peut voir aussi, une fois qu'on est logué, on peut voir les photos à distance, etc. Donc on va commencer à jouer avec les algos qui font que qu'est-ce que c'est que 2 photos sont différentes, parce que c'est assez compliqué. Voilà, il va y avoir un petit peu de calcul à faire, mais voilà, c'est assez amusant. Voilà, c'était juste 2 exemples pour vous illustrer la puissance de cette plateforme et pourquoi je l'apprécie beaucoup et pourquoi je considère qu'elle est vraiment une énorme vague disruptive qui est en train d'arriver, sur lequel nous, en tant que développeurs, on peut surfer. Voilà, donc juste pour terminer, je vous avais posé cette petite énigme. Donc voilà la solution. Et je considère que vraiment, il y a tout un certain nombre de règles qui sont mises en place. L'idée d'être disruptif, pour résumer simplement, c'est-à-dire il faut savoir sortir du cadre. En gros, il faut vraiment se remettre en cause. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Moi, j'ai plutôt des commentaires. Quand je parle de disruption, enfin, j'ai un mot-clé qui me vient tout de suite et que vous n'avez pas cité et ça m'étonne, c'est le mot de game changer. Ouais. Pour moi, c'est vraiment dans la théorie rieflinienne, c'est vraiment le mot qui me dégage de ça. Ouais. Et le deuxième commentaire que ça m'appelle, c'est les exemples que vous avez donnés, concernent l'économie, on va dire les boîtes, quoi. Trouver un marché disruptif. J'ai envie de dire oui, je suis d'accord, mais il y a énormément d'appelés et très peu d'élus, quoi. Parce qu'à partir du moment où on est aujourd'hui dans un monde où anciennement les gros mangeaient les petits, aujourd'hui c'est les rapides qui mangent les lents, quoi. Donc le premier qui est disruptif, il bouffe tout le monde. Et tous les exemples que vous avez cités, ils vont un peu dans ce sens. Exactement. On rentre dans un monde qui est effectivement assez difficile. Et bon, il y a plein d'exemples d'entreprises disruptives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les entreprises qui utilisent le digital pour faire de la disruption, en fait. C'est ça, parce qu'il y a plein d'autres exemples. Hein. Là, ce que j'ai essayé de citer, c'est vraiment un cas où on a utilisé la notion de digital et de voir comment est-ce qu'on pouvait la pousser pour aller bouleverser un marché. Si moi j'ai bien compris, la disruption, ça peut être humainement aussi lié à l'âge. Puisqu'à 80 ans, même si on a été disruptif à 20 ans, on est potentiellement moins disruptif aussi.
Ah, ça, c'est sûr. Ça voudrait dire aussi, la disruption, ça milite à, on embauche des jeunes, mais on dégage des vieux. Voilà. C'est vrai, on a tous des grands-parents, ils sont pas disruptifs. Il y a une culture, mais il y a une génération. Il faut être honnête, on a même des collègues qui est plus ça, ils approchent de l'âge et moins ils sont disruptifs et plus ils sont tranquilles. Alors oui, non, mais globalement, si on prend la majorité de l'humanité, c'est ça. Ouais, enfin, je peux dire, tu prends, c'est vrai, mais tu prends Vinton Cerf par exemple, je pense qu'il soit pas super jeune, mais. Alors là, c'est des cas particuliers. Ok, d'accord. Ouais. Comme d'ailleurs, vous avez cité la destruction du travail. Là, je suis pas là. Ce qui est important, c'est que je suis pas là pour le défendre. Je suis plutôt là pour le constater. Il se passe des choses et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est pareil, parce que la destruction, quand vous avez parlé par exemple des coûts des licences, c'est intéressant, on peut se dire que les entreprises qui délocalisent de France sont destructives. Puisque. Enfin, ou pas, hein. Parce que du coup, elles investissent Enfin, pas. si tu veux, pour moi, une entreprise qui prend son IT et qui l'envoie en offshore en Inde, c'est l'inverse des disruptifs. Elle n'a pas compris que l'IT, c'était une grosse création de valeur en interne. Voilà. Et je peux te dire, j'ai un cas très concret, donc nous, Sphere, on est 150, et récemment, on a gagné un projet contre une très grosse boîte de 150 000 personnes. Parce qu'on était disruptif, en fait. Et je pense qu'au contraire, ces boîtes-là, quand bouger 150 000 personnes, c'est super compliqué, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, faut pas se dire il y a des règles simples, voilà, il faut vraiment analyser chaque chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché on rentre dans un marché qui est très dur. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Là, je te rejoins, c'est pas un marché facile, c'est un marché qui est dur, mais notre métier est dur, hein. Tu prends les gens qui ont démarré le web en 2000, s'ils ne sont pas remis en cause, trouver un job maintenant, c'est compliqué. Mais je te parle de 10 ans, hein. Non mais c'est 10 ans, toi tu me parles de 80 ans, moi je te parle de gens qui ont peut-être 35 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un marché qui est dur et il faut se remettre en cause tout le temps. J'ai une question par rapport à Elbaout. Je me rappelle d'un système très similaire sur Skype il y a quelques années. Je ne sais pas ce que c'est devenu, je ne sais pas ce que viendra Elbaout, mais est-ce que c'est pas la disruption sur les questions de timing aussi? Ah, c'est clair. Ouais. C'est sûr. Je pense qu'il y a vraiment... c'est pour ça qu'il faut être attentif à la vague, il faut la regarder et peut-être que c'est pas le bon moment. Il ne faut pas la surfer en fait. Ouais. Ok, merci beaucoup.